Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve au sommet de l'élevage, donc sur le comptoir des éleveurs pour une nouvelle émission Double Culture, semer une idée pour récolter des billets. Voilà, alors aujourd'hui on reçoit donc le directeur général d'Iris Solaris, bonjour. Bonjour. Voilà, alors on va accueillir deux personnes, donc c'est sur deux parties, avec 60 secondes pour me décider et ensuite je poserai des questions et on aura notre second invité juste ici après. Donc on va démarrer par ces 60 secondes de pitch. Je vais te lancer et tu dois me convertir et me dire que ton idée c'est la meilleure. Allez, vas-y. Eh bien, merci déjà pour l'invitation. Donc 60 secondes, on va faire rapidement. Iris Solaris, on est une société présente dans le domaine du photovoltaïque. On développe, on construit et on exploite des projets photovoltaïques. Le projet photovoltaïque apporte aujourd'hui une plus-value à une exploitation agricole en termes de revenus. On a une cohabitation foncière entre le revenu agricole et le revenu énergétique avec le photovoltaïque. Le photovoltaïque apporte plusieurs avantages à une exploitation. On peut construire des bâtiments à moindre coût ou les autofinancer également avec sa banque parce que le bâtiment est financé via le futur revenu du photovoltaïque. Donc ça fait un outil de travail supplémentaire pour un agriculteur ou pour pérenniser son exploitation, développer son outil de travail. On apporte également des solutions pour faire des ombrières d'élevage au sein même aussi de l'exploitation agricole. Et on va travailler sur les charges de l'exploitation agricole en allant toucher la facture d'électricité avec l'autoconsommation. L'autoconsommation permet de baisser la facture d'électricité, que ce soit en autoconsommation individuelle sur site Top ou en collective. Top. Bon, c'est bien, on est dans le temps et maintenant on va passer tout simplement à la partie suivante, le débrief. Alors déjà bravo pour cette présentation, vu qu'elle était dans le timing. Je vais commencer par une question un petit peu généraliste. En tant qu'agriculteur, est-ce qu'il y a une surface minimum sur laquelle je dois implanter du panneau photovoltaïque avec vous par exemple ? Alors, ça dépend des projets. J'ai envie de dire, un projet photovoltaïque commence à partir d'un ou deux panneaux. Il peut aller sur une exploitation agricole, on va compter jusqu'à 3000, 5000 m2 sur certains cas de bâtiments agricoles. Les petits projets, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça va être plutôt pour faire une installation individuelle, donc en autoconsommation. Par exemple, un éleveur laitier va être intéressé pour autoconsommer son électricité pour effacer par exemple son temps calé sur la journée. Et quelqu'un qui va faire par exemple de l'élevage va plutôt être intéressé pour avoir un outil de travail complémentaire, c'est-à-dire un bâtiment neuf. Et là, sur ces bâtiments-là, on va être à partir de 550 m2 minimum pour la construction de bâtiments neufs et jusqu'à 3000, 5000 m2. Mais souvent, les tailles moyennes de projet, chez nous, aujourd'hui, on a réalisé à peu près 3000 bâtiments neufs sur toute la France. Chez des exploitants agricoles, la taille moyenne d'un projet, elle est aux alentours de 900 m2, 1000 m2. D'accord. Donc une taille adaptée aussi aux besoins de l'exploitant en fonction de son projet, de son idée. Exactement. Derrière chaque bâtiment, il y a un projet agricole qui se défend, parce que sinon on ne pourrait pas avoir le permis de construire, bien entendu. D'accord, il faut que ce soit cohérent. Exactement. On parle de différents portages, donc c'est-à-dire de savoir qui est-ce qui va financer, entre autres, le bâtiment. Comment vous fonctionnez chez vous ? Est-ce qu'il y a plusieurs formes de portage ? Alors, le photovoltaïque en France, il faut savoir qu'on a un cadre légal contraint, mais qui offre certaines opportunités. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a une électricité qui peut être vendue dans le réseau à un tarif d'achat sur 20 ans. Ça nous permet, nous, de financer des projets pour le compte d'un agriculteur. C'est ce qu'on appelle faire du tiers investissement. C'est-à-dire qu'il y a une société comme Iris Solaris qui va intervenir et qui va elle-même payer le bâtiment agricole et qui va ensuite le mettre à disposition de l'agriculteur. Tout ça se fait au travers d'un bail, c'est un droit d'occupation sur un terrain. Et l'agriculteur peut aussi lui-même investir avec sa propre banque, il peut aller faire un prêt de son côté et aussi s'offrir finalement un bâtiment neuf ou une installation photovoltaïque de l'ordre de 500 m2, ce que je disais tout à l'heure, pour avoir une surface quand même qui correspond à un revenu qui va permettre de rembourser un prêt, tout simplement. Avec ce tarif garanti qu'on va avoir sur les 20 premières années, le projet est ce qu'on appelle bancable. Donc on va aller pouvoir toucher une banque et financer ça. D'accord. On parle de bancable, mais avec les nouvelles instructions, la réglementation qui évolue, le photovoltaïque, c'est encore rentable ? Alors, on n'a plus autant le vent en poupe ce qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'on est devenu un peu une variable politicienne en ce moment sur ce qui se passe. Et Dieu sait qu'il s'en passe des choses au niveau politique.
Et du coup, le marché du photovoltaïque, en gros, est un peu freiné dans son développement aujourd'hui et dans son expansion, parce que, ce que je disais tout à l'heure, le tarif d'achat d'électricité sur les 20 premières années a chuté. On a eu des chutes là, de plus de 20% sur un an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des projets qui vont être moins rentables, mais qui le restent tout de même. D'accord. Que ça soit Iris Solaris ou un éleveur, peut continuer à investir. On aura des rentabilités qui vont être plus longues que ce qu'on avait il y a 2-3 ans. Mais c'est des projets qui restent quand même rentables sur le fond. Et quand on a un vrai projet derrière, ce qu'on disait tout à l'heure, ou un vrai besoin agricole de développement de l'exploitation avec un nouveau bâtiment neuf, aujourd'hui, ça serait dommage en fait, de se passer de cet outil qui aide à financer ce nouveau bâtiment. Ça reste rentable. Nous, on continue à faire des offres en tiers investisseurs où on investit à la place des agriculteurs et les agriculteurs peuvent continuer à investir. La rentabilité est plus longue. On parlait peut-être de 10 ans il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur un retour sur investissement sur 15 ans. D'accord. Mais ça reste rentable. Oui, donc on allonge peut-être la durée. La rentabilité peut-être un peu moins évidente, mais sur un projet construit, on a toujours de l'intérêt, quoi. Exactement. Alors, tiens, question, vu que je suis du nord de la France, nord-sud, on peut faire un peu partout du photovoltaïque ? Nous, on est présent sur tout le territoire français. Par exemple, on a des agences un peu partout et l'agence la plus au nord, elle est à Rennes. Donc, en fait, on en fait déjà partout. On ne va pas se plaindre de l'ensoleillement français. On a à peu près un équivalent de 1000 heures d'ensoleillement dans le nord de la France par rapport à 1500 heures dans le sud de la France. Donc oui, un projet dans le nord de la France sera sur le papier de toute façon moins rentable qu'un projet dans le sud de la France. Mais on a aussi d'autres avantages. C'est-à-dire qu'on peut quand même réussir à financer un projet avec 1000 heures d'ensoleillement dans le nord de la France. Ça pose pas de problème. Il y aura peut-être un apport en fonds propres complémentaire un peu plus important qu'un projet dans le sud de la France. Mais comme il y a moins de projets dans le nord, finalement, on aura aussi une démarche administrative un peu plus allégée. Dans le sud de la France, on voit les services de l'État qui sont un peu très à cheval en fait, sur l'instruction des permis, etc., qu'on n'aura pas dans le nord. D'accord, donc on a toujours des possibilités. Alors moi je témoigne, j'en ai dans le nord de la France, on a plusieurs installations et ça fonctionne, fonctionne très bien. Surtout des années comme cette année, où on avait un bel ensoleillement globalement aussi dans le nord, donc ça se passe très bien. Fiscalement, ça rentre dans une exploitation agricole, dans tout type de structure, il n'y a pas de problématique particulière ? Je vais reprendre les deux cas qu'on a, du coup, le tiers investisseur où par exemple Iris Solaris va financer le bâtiment pour le compte de l'agriculteur. Donc dans ce cadre-là, c'est assez simple fiscalement parce que en fait, le bail à construction, souvent, il est porté par le propriétaire du projet. Et finalement, il n'y a pas de revenu associé parce que c'est une mise à disposition gratuite du bâtiment. Donc il n'y a pas d'impact fiscal. Quand on fait de la location de toiture sur un bâtiment existant, il y a un revenu foncier qui rentre en jeu, qui est en fait le produit de la location annuelle. Donc ça rentre dans l'impôt sur le revenu, classiquement. Et après, quand c'est vous qui investissez en tant qu'éleveur et qui construisez vous-même votre projet, nous, ce qu'on conseille toujours, c'est de faire porter ça par une structure dédiée, de ne pas mélanger en fait cet investissement au sein même de la structure d'exploitation agricole et de créer une structure un peu à côté pour porter ces investissements. C'est beaucoup plus fluide aussi financièrement et c'est beaucoup plus simple et plus lisible. Et du coup, fiscalement, c'est plus avantageux aussi de faire comme ça. En termes de gestion, il vaut mieux scinder les choses. De toute façon, quelle que soit l'organisation dans la structure agricole, créer des structures pour créer des structures, c'est pas l'intérêt, mais en tout cas, d'avoir une dissociation sur les choses, ça permet... Parlez-en à votre expert comptable, avant toute chose, avant d'investir vous-même, vous aurez toujours des bons conseils de toute façon de la personne qui connaît aussi votre façon de travailler, votre exploitation et vos chiffres. Et dans une réflexion à long terme, pour la succession, la suite, quelque part, c'est toujours aussi plus intelligent parce qu'au moins on peut céder parfois la partie agricole sans céder le photovoltaïque ou l'inverse, mais en tout cas ça permet de scinder un peu les choses et techniquement c'est... Et suivant à qui on cède aussi, si on fait une donation aux enfants ou si on fait une vente, on peut avoir aussi on va dire des valeurs de société qui portent le projet différentes. On peut un peu piloter ça. Ok, il nous reste quelques temps aussi pour finir. Est-ce que tu peux me dire les bons conseils aussi qu'on pourrait donner à un agriculteur pour qu'il réalise correctement son projet, comment il doit démarrer pour que ce soit le plus efficient possible ? Renseignez-vous, ça c'est le premier point. Ayez des avis contradictoires, il n'y a aucun souci. Il faut aller voir la concurrence ?
Pourquoi pas? Non, mais on a tous des atouts différents. Nous, ça fait 16 ans qu'on fait ça, donc je peux en parler librement. J'ai aucun problème. Donc renseignez-vous, faites marcher même la concurrence. Il y a pas de souci de toute façon. Un projet qui est réfléchi, c'est un projet qui est construit avec l'ensemble des informations disponibles sur la table de ce qui existe aussi sur le marché. On est tous soumis au même cadre tarifaire, au même cadre contraint légal de toute façon. Donc finalement, on peut se différencier finalement par rapport à ce qu'on peut proposer en plus à côté. Nous, on a je vais parler de moi parce que je me connais bien, mais nous, on a des agences de proximité, on a nos propres équipes de pause, nos propres équipes de maintenance. On intègre l'ensemble de la chaîne de valeur du développement d'un projet, c'est-à-dire qu'on a nos propres équipes techniciens conseils qui vont passer chez vous jusqu'aux équipes de financement et de construction et d'exploitation maintenance. On n'est pas tous comme ça, mais je vais pas cracher sur personne, mais juste faites-vous une idée, comparez les choses et prenez une décision en pleine conscience. En pleine conscience, en ayant bien étudié le projet, en l'ayant posé, en ayant étudié avec des interlocuteurs intelligents qui vont vous donner des bonnes réponses par rapport à ces sujets-là. Voilà. Écoute, merci beaucoup Armand pour cette présentation. On arrive à la fin de notre sujet. Je vais te laisser partir et puis je vais prendre mon second invité qui est Jean-Baptiste. Merci Armand. Merci beaucoup. Voilà, donc vous êtes dans Double Culture. Je vous le rappelle, c'est cultiver une idée pour récolter des billets. Donc on va pouvoir avoir la suite. Les bons conseils qu'on a pu avoir, voilà, réfléchissez votre projet en termes de photovoltaïque. Vas-y Jean-Baptiste, tu peux nous rejoindre. En photovoltaïque, réfléchir avant d'investir, c'est peut-être une bonne idée. C'est mieux. Bonjour Monsieur Jean-Baptiste, on s'est vu tout à l'heure bonjour. dans la précédente émission, mais on se retrouve parce que tu as J'ai changé de casquette. Diversification. Voilà, tu es passé dans la casquette agriculteur, un peu plus en local. Voilà, alors on va lancer le pitch. Tu vas essayer de nous convaincre en 60 secondes que ta diversification est intéressante ou pas. Voilà, allez, je te lance. 60 secondes. Et Thierry, je pourrais te poser une question. Est-ce que tu aimes les histoires d'amour ? Bien sûr. Moi j'ai 60 secondes pour te parler d'une histoire d'amour, déjà j'en ai plus que 55 déjà. Non mais chez nous on a une histoire d'amour, c'est quand j'ai rencontré Caroline, elle est venue me retrouver chez moi et sur la ferme, parce que forcément quand tu as une ferme c'est toi qui attires les gens pour venir, tu peux pas trop te délocaliser. Et en fait comme elle avait un passif dans l'agroalimentaire et qu'on avait envie tous les deux de faire quelque chose et qu'on a le plaisir de bien manger, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut transformer sur la ferme. Donc on est parti de la ferme. En se disant moi j'avais du blé tendre, mais blé tendre on va faire du blé dur, on va faire des pâtes, et on s'est mis à transformer en fait notre blé dur en pâtes de manière le plus qualitative possible. Alors des pâtes c'est des pâtes, mais en fait des pâtes artisanales avec un séchage lent à basse température et une farine T65, c'est-à-dire un petit peu plus de fibres mais pas trop pour que les gamins à l'école ils aiment quand même les pâtes et que ça sente pas trop les céréales. C'est ce qui va mieux nourrir, donc ça c'est ce qu'on voulait faire. Donc ça fait 4 ans qu'on fait ça et on vend ça en direct, en grande surface et en restauration collective. D'accord. Ah ben. Tu vois un peu ? Magnifique. Alors là c'est vraiment chronométré pile poil. Bon allez, on va passer dans la partie débat. Allez, je lance le jingle. Alors on passe d'une histoire d'amour à une histoire de culture et d'agriculture. Donc tu nous l'as expliqué, ça part d'un projet commun quoi, quelque part. C'était une idée de dire comment on va essayer de valoriser avec la qualité des personnes aussi, parce que comme tu disais, ta conjointe a une appétence pour cette transformation aussi, pour ce sujet-là. C'est vraiment ça qui a permis de démarrer le projet, de le lancer quoi. Non, mais carrément, en fait, Caroline, elle bossait dans l'agroalimentaire. Elle avait l'habitude de gérer le packaging, des relations grande surface, une veille et une étude du marché, tout ça. Par sa formation, elle avait aussi tout le côté un peu réglementaire qu'il peut y avoir. Alors je sais que ça la fait pas kiffer, mais bon, elle le connaît un peu plus que moi. Et donc clairement, si c'était pas, c'est pas un projet que j'aurais fait tout seul. Déjà parce que j'avais pas spécialement de temps, et puis moi je sais que je travaille bien en collectif quoi. Et donc là c'était l'idée de se faire ce projet à deux, et elle avait des compétences. Bon voilà, moi je pense que j'en ai dans d'autres domaines, et c'était aussi l'idée de créer cette dynamique ensemble, de faire quelque chose ensemble, et ça c'est quand même assez cool de travailler avec sa compagne et de produire un projet, développer un projet ensemble.
Alors ça, j'allais dire, ça a accouché en un certain temps. Il y a eu une certaine longueur dans le travail. La réflexion, elle a quand même été assez longue. Comment vous avez mis en place ce projet ? T'as raison de dire accoucher parce qu'entre les deux, on a une petite fille entre le début du projet. Une histoire d'amour, ça finit forcément par un beau résultat. C'est les rendez-vous un peu trop proches pour travailler sur le projet. Non, mais sans rire, nous, on a commencé nos réflexions en fait. Alors attends, parce que je ne me rappelle plus. Mais dans les années, en 2020, pendant les années 2019, juste avant le Covid, on a commencé les réflexions. On rentrait de vacances en fait. D'accord. Caroline, elle a pris quand même un petit job quand elle est arrivée dans la Marne, puis ça se passait pas du tout bien et elle dépérissait, on va dire quoi. Et en rentrant de vacances, on a dit ça peut pas continuer comme ça. Et du coup, sur le trajet, en fait, on a dit allez, on se lance. Et à la fin du trajet, on cherchait déjà à visiter des fermes, à trouver des fournisseurs et tout. Donc on a fait ça pendant tout l'hiver en 2019, puis après boum, le Covid, voilà. Donc on avait commencé à lancer le projet auprès des banques et tout. Pareil, le Covid, une banque qui nous lâche en plein en fait pendant le projet aussi, donc il faut en retrouver une pendant le Covid. Donc après, Alice est arrivée, donc ça a un peu calmé le jeu. Et du coup, donc on a bien mis 2 ans, on va dire, entre l'idée et sortir le projet, voire 2 ans et demi même, puisque les premières pattes sont sorties en 2021. En mai 2021, donc 2 ans quoi. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos auditeurs pour essayer de bien réfléchir sur ce projet ? Vous avez vu beaucoup de monde, vous avez visité beaucoup d'endroits. Ouais, nous on avait fait un pasta-tour. Donc en fait, on avait été voir d'autres producteurs dans d'autres régions. Pas uniquement dans les restaurants et pour la salade, pour les sauces. Ouais, non, mais c'était et c'est le conseil que je peux donner, c'est fondamental d'aller voir d'autres producteurs, de voir l'expérience qu'ils ont, de se dire ça marche pas, parce que tu peux avoir un coup de cœur sur un projet, mais en fait t'es mal cerné, mal identifié un peu le truc. Et donc on a été hyper rassurés parce qu'on a vu plein de profils différents, y compris un profil qui nous a bien marqué dans les Poitou-Charentes. C'était un jeune couple aussi avec des enfants. C'était un peu similaire au vôtre. Un peu similaire, on se portait bien. En un rien de temps, ils étaient arrivés à 40 tonnes de production de pâtes. On a dit, c'est trop bien. Après, on a vu d'autres producteurs qui étaient vraiment alors je dis ça, mais sans jugement, mais qui étaient des agriculteurs qui faisaient du lait. Puis un jour, ils se sont mis à faire des pâtes. Donc, si tu veux, quand Caroline dit voilà l'étude de marché, tu dis, oh là là, ouais. Mais en fait ils ont fait le projet et ça a marché chez eux, donc on a dit franchement en plus ça se développe bien, tu vois. Et donc on est parti confiant chez nous, d'ailleurs en estimant qu'on était capable de faire au moins le même volume qu'eux. Et alors ça par contre on l'a pas bien mesuré, c'est-à-dire que, et ça je peux que conseiller de regarder ça à des gens qui veulent se mettre en transformation, c'est de regarder, on va dire, pas le pouvoir d'achat, mais la dynamique d'achat local. Et moi, nous, aujourd'hui, le bas qui blesse dans notre projet, c'est qu'en fait, on a un territoire qui est beaucoup moins dynamique que tous les autres gars qu'on a été voir. Et donc, on s'est dit, ça marche. Bon, tu vois, dans l'ambiance qu'il faut manger, circuit court, ça a marché partout. Non, pas forcément aussi bien. Et donc, c'est plus poussif. Et moi, j'ai des collègues qu'on a été voir qui ont eu des croissances beaucoup plus fortes que nous. Nous, on est en croissance, mais c'est beaucoup plus lent, quoi. Ça veut dire que tous les éléments étaient là, vous aviez le produit, vous aviez la compétence, les capacités, le côté marketing, la belle installation, mais il y a une faille dans le sujet, c'est que quelque part, le commerce dans le secteur n'est pas aussi dynamique, quoi. Ouais, en fait, je sais pas comment le retraduire, mais pourtant maintenant, tu vois, si je peux le dire, maintenant avec les lunettes d'aujourd'hui, on le voit. C'est-à-dire que nous, dans notre secteur, il n'y a pas beaucoup de marchés de producteurs, il n'y a pas trop de culture culinaire. Tu vois, moi je suis de la Marne, donc il y a le champagne, et puis après, voilà. Et tu es dans des régions de grande culture, donc en fait tu penses valorisation grande filière. T'as pas une culture de la gastronomie comme tu as, et puis de patriotisme, comme les Alsaciens le font, comme les Bretons le font, comme les mecs du Nord le font, comme depuis dans le Nord, vous avez un logo Saveur du Nord, qu'il a depuis longtemps et qui rentre dans la tête de tout le monde, tant du consommateur que de l'acheteur de grande surface, que de l'acheteur en restauration collective. Donc se dire j'achète local, il y en a, c'est oui, la question elle se pose pas, quoi. Et dans d'autres régions, c'est avec il y a des pâtes. J'achète des pâtes à un fournisseur, tu vois. Et ça, faut quand même un peu le mesurer. Tout dépend. Enfin, cela dit, tout dépend si tu veux bricoler, c'est-à-dire t'occuper 200 heures à la fin de l'année et faire un peu de vente. Faire un petit complément. Faire du black, c'est pas péjoratif si tu veux, de bricoler, parce que si tu as aussi une vente directe, tu peux peut-être complémenter ton produit. Voilà, en complément, ça marche. Nous, on a fait un choix, c'est la 100% de l'activité de Caroline, et on pouvait même embaucher dans l'idée. Et là, ça veut dire que tu passes d'une taille de
entre guillemets bricolage, quelques marchés par-ci par-là, une petite soirée C15 où t'étales tes pattes sur faut sortir du volume, où là du coup cette taille-là, faut l'accrocher quoi. Pas évident. Et pas si évident. Et encore une fois, d'autres l'ont vu, ils l'ont presque subi sans le mesurer. Tous les gars qu'on a été voir, ils se sont fait presque déborder, on va dire. Moi, j'ai des collègues, on a fait de la sous-traitance pour un gars. En 9 mois, il a pris une commande qui était le double de notre production. Il a pris 30 tonnes, nous, il en faut 17. Il a pris 30 tonnes à faire en 9 mois. Il n'arrivait pas à suivre, donc on a produit pour lui. Et nous, 4 ans plus tard, on est à 17 tonnes. Tu dis, donc ça veut dire que quelque part, tout n'est pas acquis. Même si on a bien créé son projet, ça peut être encore difficile. Bon, c'est le but de l'émission, d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation sincère et véritable. Ça, c'est toujours utile d'avoir des bons retours. On va récapituler. Donc, on a vu du solaire. C'est encore des projets qui sont intéressants et accessibles, qu'on peut aller voir. Et puis, la diversification, c'est aussi une autre ouverture, une autre façon de travailler, parfois en couple, à la base d'une histoire d'amour, donc ce qui est plutôt intéressant. Voilà, demain, moi je reçois Oxol, donc pour parler encore d'agrivoltaïsme et de photovoltaïque, ça va être sûrement très intéressant. Voilà, et puis moi je vous laisse, vous avez vu, double culture, semer une idée pour récolter des billets. Allez, merci Jean-Baptiste. Merci.